tous, lundi 18 mars, il est l'heure de l'info, voici les titres. Pour la 3e édition de la Saint-Joseph, célébrée à Joinville, le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape en France, a présidé la cérémonie. Ce week-end, plus de 380 sportifs se sont retrouvés à Saint-Dizier pour le tournoi international de judo. Retour en images sur cette 42e édition. Chaumont recevait Montpellier à Palestra ce vendredi pour l'avant-dernière journée de championnat. Nous avons suivi le match. Et ce soir, nous parlerons d'autisme, un handicap qui concerne près de 100 000 jeunes de moins de 20 ans en France. Mélodie Malaquin, présidente de l'association Destin Extraordinaire 52, sera sur notre plateau. Et voici pour les titres. Depuis 3 ans, l'église de Joinville célèbre la Saint-Joseph en faisant un pèlerinage accompagné de la ceinture du religieux. Mais cette année, la messe n'était pas célébrée par le prêtre du diocèse, mais bien par le nonce apostolique français, l'ambassadeur du pape. Nicolas Fontaine et Brigitte Maestrassi ont suivi la cérémonie. Au bout de ce cortège, une célébrité pour la paroisse est venue célébrer la traditionnelle fête de la Saint-Joseph, le nonce apostolique en France. Depuis que le pape François a lancé l'année de Saint-Joseph en 2021, l'église de Joinville organise chaque année un pèlerinage autour de la ceinture de Saint-Joseph. Et pour cette célébration, c'est le nonce apostolique de France, celui qu'on définit comme étant l'ambassadeur du pape, qui préside la messe. C'est une cérémonie importante, une tradition importante pour la population ici. Et puis, c'était une cérémonie priante. C'était bien fait. On a prié, on a chanté. Invité par l'évêque de Langres, le nonce apostolique a réuni de nombreux catholiques du département. Chose inhabituelle pour une petite église comme celle de Joinville de recevoir une telle personnalité. Concomitance aussi avec les 800 ans de cire de Joinville qui sont fêtés par les municipalités et puis par les habitants de Joinville. Donc c'était l'occasion de solenniser encore plus cette fête-là et de rentrer dans toute une année de célébration à la fois religieuse mais aussi laïque, festive. Pour la première fois, l'église a accueilli plus de 500 personnes pour cette cérémonie particulière. Beaucoup de Haut-Marnais étaient présents, mais aussi des Meusiens ou des Vosgiens qui ont fait le déplacement pour cette occasion. C'était la fête de Saint-Joseph, du coup on s'était dit avec toute la famille qu'on pouvait y aller pour la ceinture de Saint-Joseph, on n'y était jamais allé, donc c'est l'occasion de voir. C'est une très belle relique, même si du peu qu'on pouvait voir, et sinon j'ai bien aimé. J'ai trouvé déjà que la cérémonie était très belle et que les chants, ça allait très bien avec la messe, et donc j'ai bien aimé, c'était très beau. La fin du week-end s'est terminée avec une conférence de Monseigneur Joseph de Metz-Noblat sur Saint-Joseph. Ce samedi, les boxeurs haut-marnais Agop Margarian et Clotilde Delben ont brillé sur le ring d'Épernay. La boxeuse bragarde a battu en moins d'1 minute la Serbe Markovic. Double championne de France des coqs, Delben souhaite désormais viser des titres internationaux. De son côté, Agop, malgré un début un peu compliqué qui le voyait perdant, a battu le Vénézuélien Matute, un boxeur très expérimenté. Il s'agit d'un résultat spectaculaire pour le protégé du Boxing Club de Chaumont, car il n'a que 8 combats professionnels à son actif. Ils étaient plus de 380 ce week-end au dojo de Lannou de Saint-Dizier pour la 42e édition du tournoi international de judo. Organisé depuis toujours par le Judo Club Marnaval, ce rendez-vous désormais inscrit dans le calendrier des bragards a permis aux sportifs du club de s'entraîner pour les prochaines compétitions. Un reportage signé la rédaction. Sur les tatamis, c'est chacun pour soi. Au judo, il faut être fort, mais surtout maîtriser les techniques qui permettent de mettre son adversaire au sol. Ce week-end, près de 300 athlètes français et étrangers ont répété ces attaques pour le 42e tournoi de judo de Saint-Dizier. Organisé comme chaque année par les 80 bénévoles du Judo Club de Marnaval, ce rendez-vous est un passage obligé pour la plupart des licenciés. L'occasion de peaufiner sa technique avant d'autres compétitions. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de s'opposer avec des seniors, des vétérans, des ceintures de couleur. Il y a vraiment la masse et le haut niveau. Et pour préparer les différentes échéances, c'est-à-dire les championnats de France cadet qui auront lieu fin mars et les seniors 2D début avril. Maintenant, l'objectif, c'est de se dire c'est les derniers réglages avant le championnat de France.
Ce samedi, ce sont les ceintures de couleur et les vétérans qui ont ouvert ces 2 jours de compétition. Ce week-end, la cinquantaine de sportifs du club étaient à domicile, un plus pour tous ceux qui misent gros sur le tournoi. C'est confort, on n'a pas la fatigue du déplacement et on va dire que c'est un peu plus serein quand on a tous les collègues de club et ainsi que les entraîneurs qui sont présents pour aider. C'est un plus. C'est une bonne ambiance, c'est rafraîchissant contrairement à certains tournois qui sont un peu plus, on va dire, sérieux. Je pourrais le comparer au label vétéran. Donc c'est un cadre assez sympathique et assez enjoueur. Tout le monde se retrouve sur cette journée et puis voilà, ça permet aussi de faire le point sur nos axes de travail de la saison, combattre contre d'autres gens aussi qui viennent un peu de partout et puis voilà, être ici à la maison devant le public, c'est toujours plaisant. Pour cette 42e édition, les Marne-Vallée ont été maîtres à la maison avec 5 succès chez les jeunes, 1 en vétéran et 5 podiums en senior. Chaumont recevait Montpellier vendredi soir à Palestra pour l'avant-dernière journée du championnat. En s'imposant 3-0, le CVB s'est assuré de terminer la saison en tête du classement. Gaël Bossu nous résume cette rencontre. Dans l'univers musical, un récital n'est joué que par un seul musicien. Dans une Palestra bouillante vendredi soir, tous les joueurs chaumontais en ont offert un à leur public. Une victoire 3-0 qui valide par ailleurs la première place du classement. Au coup de sifflet initial, la mission des Chaumontais est plutôt claire. Face à Montpellier, ils doivent gagner au moins 2-7 pour s'assurer de finir premier de la saison régulière. Mais ce sont bien les Héroltais qui démarrent les plus forts dans le premier acte. Menés, les Chaumontais vont finalement sortir les gros bras et remporter ce set, notamment grâce à 2 aces consécutifs de Patrick Gassman. Accrochés sur le terrain, les joueurs chaumontais ont besoin de leur public comme 7e homme. Message reçu en tribune, les 2 groupes de supporters assurent l'ambiance. Ils marchent sur l'eau depuis quelques semaines, ils sont leaders du championnat, donc on sent qu'ils sont full confiance. On l'a vu sur les 2 premiers sets. Par contre, je pense qu'on les a quand même embêtés sur justement ces 2 premiers sets. Il aurait fallu en prendre un pour peut-être changer un peu la physionomie. Le 2e set est effectivement toujours accroché, mais bascule encore une fois pour Chaumont. À ce moment-là, c'est officiel, les hommes de Silvano Prandi termineront la saison à la première place, ce qui n'était plus arrivé en Haute-Marne depuis 2017, l'année du dernier titre de champion de France. Je suis très fier de cette équipe et elle arrive encore à me surprendre sur la répétition du haut niveau, parce que on sait tous que la différence, c'est que entre une bonne équipe et une très bonne équipe, c'est de garder un niveau très très élevé. Mais ce serait bien mal connaître ce groupe que de penser à un quelconque relâchement pour la fin du match. Le 3e et dernier acte de la soirée se résume en une partition merveilleusement bien récitée. Dans l'objectif des caméras de Beansport présentes pour l'occasion, les Rouges et Noirs s'imposent 25-17 et bouclent le match. La fête peut officiellement commencer. Oui, pour le saison régulière, oui, le travail est enfin fini, mais le vrai travail, c'est juste commence maintenant. Avec cette première place sécurisée, Chaumont s'assure d'ores et déjà une place en Coupe d'Europe l'année prochaine et un calendrier avantageux pour les playoffs. La route vers le titre est encore longue, mais l'ambition et la confiance règnent dans les rangs chaumontais. Être là au bon moment, le jour J, ça c'est toujours une dramaturgie spécifique au sport. Mais clairement, on a tout ce qu'il faut. Voilà, faut juste espérer qu'il n'y ait pas une blessure de dernière minute qui est toujours un problème pour chaque équipe. Mais non, de manière humble, mais de manière certaine, on a ce qu'il faut. Do you think you are able to win? 100%. Yeah, we have every single piece you need to win a championship. But then it's on the court. You know, like it's sports, so everything's on the court, and you have to go perform every single night. Nothing really matters until you get to April. Avec les playoffs qui arrivent, cette soirée marque simultanément la fin et le début d'un nouveau cycle où les compteurs sont remis à zéro.
Dans un club ambitieux comme Chaumont, ce n'est qu'à la fin de ce bal des playoffs qu'on payera les musiciens. Mélodie Malaquin est mère de 2 enfants autistes. Après avoir exposé son quotidien sur les réseaux sociaux, elle a décidé de créer son association Un Destin Extraordinaire 52. Bonsoir Mélodie. Bonsoir. Alors tout d'abord, présentez-vous, parlez-moi un peu de votre histoire. Alors en fait, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, avec des mamans bleues, les mamans d'enfants autistes et handicap associés. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à aider certaines mamans, autant bien pour la MDPH, les rapos, l'orientation, etc. Et comme je commençais à faire des classeurs pictogrammes pour mes enfants, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un moyen de communication pour les non-verbales en général. J'ai commencé à leur donner des PDF, je leur ai aidé à donner parce que bon, dans ce temps-là, je n'étais pas encore l'asso. Et il y en a plein qui m'ont dit « Mais Mélodie, tu devrais faire, il n'y en a pas beaucoup en France, ça nous aiderait. » Donc du coup, je dis pourquoi pas me lancer. Du coup, j'ai créé mon association, autant bien pour mes enfants que tous les enfants autistes et handicap associés. Alors justement, vous parlez de vos enfants, quelle est un peu leur histoire? En fait, ma fille, elle a 9 ans, elle est autiste, non-verbale. Elle a un retard dans l'apprentissage, elle est prise en charge par le Bois-l'Abbesse de Saint-Dizier, en section autisme. Mon fils, lui, le parcours n'est pas pareil. À ma grossesse de mes 5 mois, on a détecté qu'il avait une malformation. Cette malformation est une injonction du rein gauche. Autrement dit, c'est le rein qui gonfle énormément. Donc à ses 15 mois, on l'a opéré, on lui a mis comme une fausse sur terre pour qu'il dégonfle. Il est suivi à Reims par des professeurs, etc. Et lui aussi a un autisme, il est également non-verbal, mais il a le trouble TOP et un TDAH. Alors le TDAH, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un trouble d'hyperactivité ou sans, avec trouble de l'attention. Et il est hyper angoissé. Bon, c'est des spectres différents. Mes enfants sont totalement différents. Mon fils a du flapping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est battre des mains comme des papillons. Ma fille a des stéréotypés, lui il n'en a pas, enfin etc. Chacun a un autiste est égal à un autisme. C'est totalement différent. Et lui en attente de solutions. Donc pour le moment, il est sur les attentes pareil au Bois-l'Abbesse. Je ne sais pas quand est-ce qu'il rentrerait. Ça, c'est le gros problème de tous. Il est pris en charge actuellement à l'hôpital de jour, dans la section Petit Prince. Il s'y plaît très bien. Il fait 1 heure à peu près dans l'école inclusive qui fait partie de l'hôpital de jour. Et puis des soins adaptés, bien sûr. Et il est en CNR. Alors le CNR, c'est quoi? C'est une aire départementale qui s'appelle un GOS en langue dans le SS, pour qu'il soit pris en charge pendant 1 an, en attente de solutions. Voilà. Alors ça, c'est si on simplifie, entre guillemets, tout ce qui se passe à la maison. Parce que si on résume en quelques mots, quel est votre quotidien, finalement, avec 2 enfants donc atteints d'autisme, que vous suivez, c'est ça, au jour le jour? Alors le quotidien d'une maman bleue, c'est quoi? C'est d'avoir déjà un agenda bien chargé. Tous les jours, on a des rendez-vous. Hein. Moi, franchement, rien que ce mois-là, il n'y a pas un jour où je n'avais pas un rendez-vous. Alors, autant bien pour les prises en charge médicaux. Mon fils et ma fille sont souvent suivis à Nancy, Metz et Reims, parce que ici, soit il n'y a pas de formation, soit c'est trop liste d'attente, ou il n'y a pas de praticien adéquat. Du coup, je suis toujours sur les 4 chemins, comme on dit, voilà. Et puis, c'est les prises en charge, c'est l'hôpital de jour, c'est les réunions, c'est... Voilà, on court partout, c'est du matin au soir. Il y en a. Moi, Siam a des problèmes, des troubles du sommeil. Il dort avec moi pour le rassurer, mais il y en a, ils ne dorment pas. Ils ont vraiment des... Donc il y a des mamans, c'est jour et nuit. Et comme il n'y a pas d'école, il n'y a pas de prise en charge, etc., parce qu'ils sont en attente, c'est très fatigant. Il faut être fort mentalement, physiquement et moralement. Et puis il y a aussi le regard des gens. Beaucoup associent handicap, par exemple, quand vous allez sur une place handicapée ou au Cora, tout simplement, vous passez en caisse prioritaire, ils se disent fauteuil roulant, handicap. Malheureusement, il y a 80% d'handicap invisible en France. Et ça, c'est pas rentré dans les normes. Donc, beaucoup sont égoïstes, insultent, jugent sans savoir.
Donc voilà, c'est le quotidien. Et puis bon, beaucoup n'ont pas de famille. Moi ça va, je suis aidée, c'est pas... Mais il y en a, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de famille. Heureusement qu'il y a des professionnels qui les aident et qui les accompagnent. Malheureusement, ils ne sont pas tous bénéficiaires aussi. Et c'est très compliqué, surtout quand on a des fratries. J'imagine bien. Vous avez commencé par ça, par me parler de votre association. Ce quotidien, vous l'avez partagé sur les réseaux sociaux et maintenant vous le partagez à d'autres personnes. Oui. C'est le cas de Destin Extraordinaire. C'est ça. Alors pourquoi vous avez créé cette association? Justement, en fait, j'essaye d'aider ce qu'on m'a pas fait, en fait, tout simplement. Quand vous êtes jeune maman, vous ne connaissez rien à l'autisme, que vous n'êtes pas formé, parce que la France ne sensibilise pas, ça serait-il qu'à l'école. La plupart des Français connaissent les basiques, trisomie 21, sida, etc., les journées nationales. Beaucoup ne savent pas que le 2 avril est la journée de l'autisme. Et ça, j'essaierai avec mon association, si je peux, de faire entrer ça au moins dans les écoles. Faire de la sensibilisation, les gestes à avoir, réflexes, etc., essayer de comprendre. Et puis surtout, orienter, diriger, parce que quand vous êtes suivi encore, on vous aide à remplir les papiers, mais quand vous n'êtes pas suivi ou parce qu'il n'y a pas de place, remplir les dossiers MDPH tous les 6 mois, faire des dossiers pour qu'il aille là ou qu'il aille ici, écrire là. C'est très très compliqué. Je fais aussi des classeurs PEX par l'association justement, à moindre coût, parce qu'il faut savoir que c'est hyper cher. Imprimé, plastifié, scratché et compagnie. Donc les tout petits, je les fais 25 et les grands 50. Mais franchement, ça me coûte plus que ça. Mais c'est juste pour les aider. Voilà, on va terminer sur ce beau mot de la fin. Aider les familles dont les enfants sont atteints d'autisme. Merci d'avoir été avec nous, Élodie. De rien, avec plaisir. C'est la fin de votre journal. Merci d'avoir suivi votre rendez-vous. On se retrouve demain pour la formation. Tout de suite, la météo. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.